Bienvenue à l'Institut national d'histoire de l'art, ce qu'on appelle plus familièrement l'INHA, pour les Journées européennes du patrimoine. Nous sommes très heureux de vous y accueillir. L'Institut national d'histoire de l'art, c'est un endroit où on fait de la recherche en histoire de l'art avec des programmes sur différents sujets, depuis les recherches de provenance jusqu'à des sujets par exemple sur la calligraphie aux frontières du monde islamique ou la notation chorégraphique. C'est une bibliothèque qui contient également des archives et qui est ouverte pour les chercheurs. N'importe quel chercheur en histoire de l'art, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des diplômes pour cela. Et puis une troisième mission qui est celle de la diffusion de l'histoire de l'art auprès du grand public, d'où le fait que nous organisons un certain nombre d'ouvertures au public de nos lieux. L'INHA se trouve sur 2 sites, principalement à Paris. L'un, c'est l'endroit où se trouvent les chercheurs et aussi où nous accueillons toutes les universités parisiennes qui font de l'histoire de l'art. C'est la galerie Colbert. Et puis de l'autre côté de la rue Vivienne, se trouve la bibliothèque de l'INHA sur le site Richelieu. Et puis en fait, ce que les gens savent beaucoup moins, c'est qu'il y a un 3e site des collections de l'INHA à Rennes, où se trouvent les archives de la critique d'art auxquelles nous sommes liés avec l'université de Rennes. L'INHA est d'abord un lieu de recherche, mais notre idée, c'est que la recherche doit circuler auprès du grand public au maximum. C'est-à-dire qu'elle doit à la fois porter les questions qui sont celles du grand public, et puis elle doit nourrir le grand public par tous ses apports. C'est la raison pour laquelle nous organisons des événements à destination de tous les publics, en ouvrant nos lieux. Par exemple, au moment des Journées européennes du patrimoine, nous ouvrons à la fois la galerie Colbert et la salle Labrousse. Ce sont des lieux qui normalement sont réservés aux chercheurs, donc si vous n'êtes pas vous-même historien de l'art et si vous n'y êtes pas venu, c'est vraiment l'occasion de découvrir ces lieux, la salle Labrousse en particulier, et peut-être la plus belle bibliothèque qui existe au monde. Ça a été en tout cas un modèle pour beaucoup d'autres. C'est par ailleurs la plus grande bibliothèque d'histoire de l'art au monde, donc ça vaut la peine de la voir pour ça. Et puis se tiennent à cette occasion des Journées européennes du patrimoine des événements dans ces différents lieux, un concours, mon mémoire de master en histoire de l'art en 180 secondes avec des étudiantes et des étudiants qui viennent de toute la France. Il y a également des doctorants et des doctorantes qui vont présenter leur thèse sur un format un petit peu plus long, et puis tout un ensemble de conférences, une exposition d'une petite partie, d'une infime partie des trésors que contient la bibliothèque de l'INHA. Mais tout au long de l'année, nous faisons des événements qui sont ouverts au public. C'est le cas notamment du Festival de l'histoire de l'art que nous organisons avec le château de Fontainebleau, avec à peu près 200 événements, conférences, tables rondes, expositions, concerts, etc. À cette occasion-là. Et puis des événements qu'on peut aussi retrouver tout au long de l'année, puisque toutes nos conférences, tous nos séminaires, s'ils sont parfois réservés à un public d'initiés, sont par ailleurs disponibles sur notre chaîne YouTube. Et je pense que pour beaucoup de gens, il y a des tas de choses intéressantes qui s'y passent. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Duvette, je dirige à l'INHA le projet Richelieu Histoire du quartier et on se trouve ici actuellement dans la galerie Colbert qui est un ancien passage couvert situé dans le 2e arrondissement et qui a été transformé et accueille aujourd'hui plusieurs institutions publiques, l'Institut national d'histoire de l'art, l'Institut national du patrimoine, mais aussi plusieurs locaux universitaires dans une dynamique qui est propice à la fois à la recherche et à la diffusion des connaissances en histoire de l'art. Donc le quartier Richelieu, c'est un nom d'usage pour définir un secteur qui se trouve entre la place des Victoires, l'avenue de l'Opéra, le Palais Royal et les grands boulevards. C'est un quartier extrêmement dynamique au XIXe siècle, qui était d'ailleurs décrit à cette époque comme la capitale économique et culturelle de Paris. Donc on y trouvait énormément de boutiques, des magasins, mais aussi des restaurants, une dizaine de salles de spectacle, des institutions publiques déjà, comme la Banque de France, ou encore notre actuel Palais Brongniart, qui est l'ancien temple de la Bourse, qui générait énormément de flux, mais aussi des passages couverts.
La Galerie Colbert, elle a une histoire qui est à la fois riche et complexe. Pour bien comprendre sa disposition actuelle, il faut remonter aux différentes occupations de ce lieu. Donc au XVIIe siècle, on a le cardinal de Richelieu qui s'installe dans le palais cardinal, qui est notre actuel palais royal, et il va y avoir tout un effet d'attraction avec plusieurs financiers qui vont décider de s'installer près de ce palais et qui vont se faire construire des hôtels particuliers le long de la rue des Petits Champs. Donc on a notamment l'hôtel Tubeuf, qui fait partie aujourd'hui de la BNF, et également l'hôtel Bautru, donc du nom d'un financier, qui se trouvait exactement à cet emplacement. Donc c'était un hôtel qui avait été construit par Louis Levaux, célèbre architecte, avec une architecture brique et pierre, un peu dans le même style que la place des Vosges. Donc cet hôtel, il a ensuite été racheté par Jean-Baptiste Colbert, le ministre de Louis XIV, et il a ensuite à nouveau été racheté par la famille d'Orléans au XVIIIe siècle, qui y ont installé ici des écuries. Voilà, donc Colbert évidemment a laissé son nom à la postérité et on a conservé ce nom pour désigner cet emplacement. Après ces différentes occupations, l'hôtel est ensuite racheté par une société privée, Adam et compagnie, qui décide de construire ici un passage couvert. Donc la société fait appel à un architecte pour réaliser les travaux, donc c'est monsieur Biot, qui n'est pas très connu mais qui ne demande qu'à l'être. Et donc Biot nous a laissé pas mal de dessins, de plans, de vues de son projet de construction. Donc il faut savoir que le passage couvert, c'est une sorte de prototype qui se répète un peu dans plusieurs emplacements dans la ville. On rachète un hôtel particulier, on le démolit en partie, on garde généralement les fondations, et puis sur son emplacement, on va construire un immeuble d'habitation, et au centre, on ménage un espace ouvert aux piétons, qui est donc semi-privé, semi-public, et on aménage de part et d'autre une série de boutiques qui peuvent avoir parfois une architecture standardisée, et toujours un éclairage qui vient du plafond avec une verrière, donc un éclairage zénithal. Ça permet d'avoir un double revenu locatif, à la fois avec les boutiques et avec bien sûr les appartements dans les étages. Donc c'est purement une architecture de spéculation. Et donc on utilise des matériaux généralement de type provisoire pour les construire. On construit rapidement, à moindre coût. On utilise souvent des décors plaqués en trompe-l'œil avec du plâtre et du bois et qui ont tendance à ne pas très bien vieillir. L'objectif de cette galerie, qui a été inaugurée en 1827, était aussi de concurrencer la galerie Vivienne, qui est juste à côté, qui propose le même type de parcours, à savoir un passage entre la rue des Petits Champs et la rue Vivienne, sauf que ici, eh bien, on a un décor qui est un peu plus luxueux. On a aussi une rotonde qui est 2 fois plus grande que celle de la galerie Vivienne. Mais finalement, c'est ce désir de se démarquer de la première galerie qui va précipiter la chute de la galerie Colbert, qui était si décorée, si luxueuse, qu'on y vient principalement pour se promener, plus que pour dépenser son argent. Donc on est davantage dans une galerie musée que dans une galerie commerçante. Pour reprendre une expression de la Commission du Vieux Paris, la galerie Colbert meurt d'anémie commerciale tout au long du XIXe siècle et au début du XXe, jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée finalement petit à petit et rachetée dans les années 1970 par la BNF. Donc à ce moment-là, on est contraint de démolir une bonne partie de la galerie qui est trop endommagée et de reconstruire plus ou moins à l'identique. Notamment les décors vont être restitués grâce à des moulages qui ont été réalisés et les façades extérieures sont rénovées à cette époque. On se trouve maintenant dans la rotonde de la galerie Colbert, où on peut notamment admirer les décors qui ont été reconstitués. Donc, à l'époque, c'était principalement de la peinture en trompe-l'œil qui était utilisée. Donc, pour les socles en dessous des colonnes de la peinture qui imite le marbre rouge, pour la colonne du marbre jaune, pour la surface murale du marbre gris, et enfin, pour les médaillons qu'on peut voir en partie supérieure, ils étaient blancs sur fond violet. Les devantures de boutique étaient en bois peint couleur bronze, ce qui donne aussi un côté un peu métallique et minéral à la décoration de la galerie. Et puis enfin, on trouvait dans les parties supérieures des panneaux
avec des motifs qui rappellent un petit peu le style néo-pompéen, donc un style à l'antique. Pour la rotonde en elle-même, qui fait 15 mètres de diamètre, à l'époque elle était un peu plus haute, on a été obligé de la surbaisser pour l'usage moderne des lieux. Mais cette rotonde était à l'époque spectaculaire pour les Parisiens. C'était un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre très prisé sous la monarchie de Juillet. On se réunissait au centre où on trouvait à l'époque ce qu'on appelait un cocotier lumineux. C'était un immense candélabre qui portait 7 globes éclairés au gaz et qui donnait dans la rotonde une lumière chatoyante qui rayonnait sur les façades. Donc ensuite, ce candélabre, dans les années 1880, a été remplacé par une horloge à 4 cadrans symétriques. Et depuis les travaux de restauration, de modernisation, on trouve la statue à l'effigie d'Eurydice, qui se trouvait à l'époque au Palais Royal et qui est une copie d'un original qu'on trouve au Louvre. Alors évidemment, on n'a plus aujourd'hui les verrières d'origine, mais l'architecte, pour construire la coupole de sa rotonde, se serait inspiré de celle de la Halle au Blé, qui est notre actuelle Fondation Pinault. Et on peut voir encore aujourd'hui, quand on admire la verrière actuelle, qu'à l'époque, l'architecte avait aussi imaginé s'inspirer des tissus que l'on tendait à l'époque sur les amphithéâtres antiques, les vélums, pour décorer la verrière, donc toujours dans un style qui fait écho à l'Antiquité. Donc, on se trouve dorénavant devant un des vestiges de l'ancien hôtel qui a été occupé un temps par les écuries du duc d'Orléans. Ce sont les arcades qui se trouvent juste derrière moi, qui n'avaient pas été démolies à l'époque, en 1827, quand on a construit la galerie Colbert. En vérité, on avait gardé plusieurs éléments structurants et on avait aménagé la galerie tout autour. Et donc, lors des travaux de reconstruction et durant les 2 campagnes des années 1980 puis 2000, on a décidé, donc, après les années 2000, de laisser ces arcades à découvert comme une mise à jour et aussi comme un rappel des différentes occupations historiques de ce lieu. Donc, quand on se trouve dans cet espace, on est dans l'ancienne cour de l'hôtel particulier. On y entrait par l'entrée actuelle de la galerie Colbert sur la rue des Petits Champs. On arrivait dans cette cour et puis juste à droite, on avait derrière ces arcades les remises et écuries. Et puis si on allait plus en avant, on arrivait dans le corps de logis principal. On est maintenant dans la rue Vivienne, devant l'entrée de la galerie Colbert, et on peut admirer différentes devantures, 6 en tout, d'anciennes boutiques qui sont toujours en place. Donc, ces boutiques sont très intéressantes, c'est donc des devantures en bois peintes couleur bronze qui imitent un peu le métal, et surtout on retrouve devant 2 colonnettes en fonte sculptée. Le 19e siècle, c'est le siècle de l'architecture du fer et du verre, et là on commence à montrer le fer en façade. Le fer gagne vraiment ses lettres de noblesse, et ces colonnettes font aussi écho à celles qu'on trouve dans la salle Labrouste qui est plus tardive. Donc la première boutique qu'on peut admirer juste derrière, c'était la boutique du célèbre éditeur de partitions de musique Au Ménestrel, qui est resté en activité jusque dans les années 1970. On trouve également à l'intérieur de la boutique une balustrade d'époque qui a été remontée après les travaux de reconstruction. Donc, dans les années 1830, on trouvait de nombreux commerçants dans la galerie Colbert. Hormis l'éditeur Au Ménestrel, donc la boutique Eugel, on trouvait un vendeur de parapluies, des modistes, un cabinet de lecture, une librairie, ainsi qu'un magasin de nouveautés, le magasin du Grand Colbert, qui a été liquidé à la fin du 19e siècle et qui vendait de très nombreux articles. Et c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui, le restaurant du Grand Colbert a repris le nom de ce magasin qui avait lui-même pris le nom de la galerie, qui elle-même avait pris le nom de l'ancien hôtel. Donc on peut voir ainsi comment les usages dans la ville comme ça vont pérenniser certaines dénominations. Et enfin, un dernier commerce qui est très représentatif du Paris du 19e siècle. On avait aussi une pharmacie Colbert qui proposait des remèdes contre la syphilis ou contre les humeurs noires et mélancoliques.
Alors, la bibliothèque de l'INHA se trouve dans la salle Labrouste, qui était pendant très longtemps la salle de lecture de la Bibliothèque nationale, devenue Bibliothèque nationale de France. C'était d'abord la salle de lecture de la Bibliothèque impériale au XIXe siècle, quand elle a été construite par l'architecte qui lui a donné son nom. Et elle est devenue la salle de lecture de la Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art en 2016, quand les travaux de restauration ont été faits. Il y a très longtemps, dans les années 1990, il avait été décidé de mettre sur le site Richelieu à la fois l'Institut national d'histoire de l'art, la BNF et l'École des Chartes. Et donc c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Bonjour à tous, je m'appelle Carole Gascard, je suis conservatrice et je travaille au service du patrimoine de la bibliothèque de l'INHA où nous nous trouvons actuellement et je vous souhaite la bienvenue. Dans cette salle, les lecteurs peuvent consulter en libre accès des collections courantes qui sont tout autour de moi, dans ce grand espace dans lequel il y a 325 places de lecture. Et derrière moi, il y a aussi un espace qui s'appelle le magasin central, dans lequel il y a aussi des collections en libre accès. Caché derrière, il y a des magasins et les usagers peuvent demander par bulletin la consultation des documents qui sont conservés dans ces espaces. Il y a encore autre chose, ce sont les collections patrimoniales qui, elles, sont accessibles dans l'espace Doucet, qui se trouve au fond à gauche de la salle Labrouste. Et là encore, ce sont des demandes que l'on fait par bulletin, bien entendu, parce que ce sont des collections précieuses qui sont conservées dans des magasins distincts des collections courantes. Le public qui est autorisé à accéder à cette salle, c'est toutes les personnes qui sont intéressées par l'histoire de l'art. Évidemment, le premier public concerné, c'est le public des historiens de l'art à partir du Master 1, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants-chercheurs, mais aussi les personnes qui travaillent dans le monde de l'art, comme les commissaires-priseurs, les marchands, les artistes eux-mêmes. Pour eux, l'accès est complètement ouvert, bien entendu, mais je tiens aussi à dire que l'accès est ouvert à toute personne qui souhaite consulter des ouvrages dans cette bibliothèque. L'accès est totalement gratuit. Alors, les Journées européennes du patrimoine, cette année, sont consacrées au patrimoine vivant. Ça tombe bien, dans les collections patrimoniales de la bibliothèque, il y a beaucoup de choses autour de la pratique de la création, parce que c'était un des axes documentaires qui était privilégié par Jacques Doucet. Dans l'exposition que nous vous proposons aujourd'hui, nous avons essayé de diversifier les supports et nous vous proposons des manuscrits, des estampes, des livres imprimés. Cela vous permettra de découvrir la diversité des collections de la bibliothèque. Nous nous trouvons ici devant une estampe de Maud Hunt Squire. C'est une artiste américaine, elle est née en 1873, elle est illustratrice et elle fait aussi de la gravure. Cette gravure est une pointe sèche et aquateinte. Maud Hunt Squire arrive en France avec son ami Ethel Mars en 1903 et elle y reste jusqu'en 1913 à la veille de la guerre de 14. Elle propose l'acquisition de cette estampe à Jacques Doucet, qui l'achète, donc du vivant de l'artiste. Ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est au début des années 2000, Daniel Morane, qui est alors trésorier de la Société des Amis de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, repère ces pochoirs qui ont servi, il fallait avoir l'œil, qui ont servi à colorer cette estampe. On reconnaît bien les couleurs, le vert, le rouge, ainsi que les dessins. Ça permettait à la graveuse de n'avoir qu'une seule matrice qu'elle remplaçait par les pochoirs de façon à appliquer les couleurs les unes après les autres sur la planche. Donc ça a été une chance folle parce que ce genre d'objet est extrêmement rare.
précieux, en général, il disparaît et c'est impossible pour une collection publique, ou pour qui que ce soit d'ailleurs, de trouver ce genre de choses sur le marché. En tout cas, c'est très compliqué et c'est encore plus compliqué quand on ne sait pas exactement à quelle estampe ça correspond. Donc là, la réunion des deux, c'est formidable. Les documents que je vous présente ici sont des notes prises par le peintre Henri Regnault, qui était le grand espoir du néoclassicisme français. Ces notes, comme vous le voyez, sont constituées de textes marginaux et de dessins qui présentent un croquis pour un tableau à venir qui se serait appelé La Vengeance. Le dessin est esquissé et tout autour vous avez des indications sur le type de peinture, les couleurs, la façon de rendre un effet, etc. Ceci est intéressant évidemment pour comprendre la genèse du travail de ce peintre, mais malheureusement ce tableau ne verra jamais le jour puisque Henri Regnault a eu l'idée de devenir engagé volontaire lors du début de la guerre de 70 et il est parti, comme fit Bazille d'ailleurs, un autre peintre, se battre et n'en est pas revenu. Il est mort en janvier 1871 pendant la bataille de Buzenval. Donc ce témoignage est d'autant plus précieux que ce jeune homme a été fauché alors qu'il était sans doute promis à une renommée importante. Il avait 28 ans. Ces documents font partie d'un ensemble de lettres qui ont été acquises lors d'une vente publique en 2018. Alors cet ouvrage il est assez particulier parce que c'est un recueil de dessins de modèles pour des émaux cloisonnés. On ne sait pas qui en est l'auteur. Il a été constitué à la fin du XIXe siècle et il est entré dans les collections de la bibliothèque Jacques Doucet au tout début du XXe siècle. Comme vous le voyez, les serpentes sont en mauvais état et les dessins qui constituent ce recueil sont somptueux par leur couleur, le chatoiement des couleurs, la qualité des ors, la finesse des détails. On suppose que ces dessins ont été réalisés pour la maison Barbédienne, qui était une grande maison de fondeurs. Mais il y aurait encore un travail à faire pour mieux identifier l'auteur de ces dessins de modèles. Voilà, on a des choses incroyables. Ces trésors ne sont pas accessibles en ligne, c'est pour ça que nous les avons sortis pour les Journées du patrimoine, pour les faire découvrir justement, et nous envisageons bien entendu de les numériser, mais pour satisfaire votre curiosité ou vos recherches, il est possible d'aller bien entendu sur la bibliothèque numérique qui est accessible elle-même sur le site de l'INHA. L'INHA est un lieu dans lequel il y a toujours des projets, parce que c'est le propre des instituts de recherche. Nous accueillons en permanence des chercheurs étrangers, des chercheurs venant de toute la France. Il y a également des projets beaucoup plus concrets ici, notamment un projet de réaménagement de l'ensemble de la Galerie Colbert. C'est à la fois un architecte, Pierre-Antoine Gattier, et une designeuse, Constance Guisset, qui sont en train de repenser ces lieux pour que ce soit un lieu d'accueil pour tous les publics qui passent ici, et ça sera achevé d'ici quelques mois. Nous serons très heureux de vous accueillir à l'INHA pour les Journées européennes du patrimoine.
Il y a des activités à la fois pour les adultes et pour les jeunes, avec des ateliers pour enfants, il y a des expositions, des conférences. Nous espérons que vous serez très nombreuses et très nombreux à venir. Ça a lieu le 16 et le 17 septembre, pendant 2 jours, à Paris, sur le site de la Galerie Colbert et sur le site de la Salle Labrouste.